Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Toujours et encore un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la sécurité régionale avec les forces de l'EAC qui sont parties depuis quelque temps maintenant et qui ont cédé la main ou sinon la place à la SADC, les forces de la SADC qui ont déjà foulé le sol, notamment de l'Est de la République démocratique du Congo, une région où pilule de centaines, sinon plus de 200 groupes armés tels que répertoriés par plusieurs rapports concordants. Aujourd'hui, des groupes armés qui non seulement représentent une insécurité pour la population congolaise, mais également pour les pays limitrophes de la RDC, sinon un danger pour toute la région. Des initiatives ont été prises depuis plusieurs années, mais à quelques mois, nous étions sur le chapitre notamment de deux contextes. Nous avions le processus de Nairobi, nous avions également la feuille de route de Luanda où les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord sur ce qu'il fallait faire pour rétablir la paix, sinon pour remettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Sinon, malheureusement, les choses ne se sont pas passées forcément comme l'esprit de Nairobi et l'esprit de Luanda l'ont voulu. Aujourd'hui, on va voir si l'EAC est parti. C'est quoi déjà le bilan de l'EAC sur place? Quelle est la situation pour le moment et surtout pour les jours à venir? Et on va également voir dans quel contexte les forces de la SADC arrivent dans cette partie et surtout quelle sera la tâche qui les attend sur terrain. Pour comprendre tout ça, les tenants et les aboutissants, nous avons le plaisir et l'honneur d'être avec Tite Gatabazi Rutikanga. Il est journaliste et analyste politique, mais juriste de formation également, un connaisseur fin de la région des Grands Lacs notamment. Bienvenue Tite. Merci Eddy pour l'invitation. Voilà. Toujours un plaisir. Oui. Voilà. Ouais. Alors Tite, déjà pour faire... mettre les choses dans leur contexte. Dans quel état se trouve la région aujourd'hui? Sommes-nous dans l'incertitude ou sommes-nous... les choses sont lisibles ou c'est l'incertitude qui plane? Nous sommes... en tout cas, il n'y a personne qui a la lisibilité. La météo n'est pas clémente. Pour deux raisons. Okay. Les problèmes internes, à la fois en République démocratique du Congo et aujourd'hui au Burundi, font que ça rejaillit sur toute la région. Ajouter à cela l'insécurité qui est là depuis des décennies à l'est de la République du Congo et qui s'est généralisée finalement. Vous avez les élections qui se sont passées comme elles se sont passées, des irrégularités, des fraudes, et j'en passe des meilleures. L'East African Force qui était là, qui cède la place à la SADC. Tout ça, c'est des éléments d'instabilité, mais qui ne sont pas bien structurés pour répondre aux problèmes que posent l'instabilité et l'insécurité. Le leadership dans ces deux pays, qui est le Congo et le Burundi, le leadership est faible, la situation politique, économique et sociale dans le pays est très difficile et délétère, et donc vous avez comme ça une situation qui est quand même assez inquiétante. Oui. Alors, vous avez parlé des élections, quand même, ce sont des élections qui ont été saluées par les grandes nations de ce monde. Des félicitations ont fusé de partout, quand même, pour saluer, par exemple... On n'a pas les mêmes informations. On n'a pas les mêmes informations. On a vu, par exemple, même la région, l'East African Community, il y a un communiqué qui est sorti où on a salué la réélection. Les chefs d'État et de gouvernement des différents pays de la communauté
ont salué la réélection du président Tshisekedi. Ils sont allés trop vite en besogne parce que c'est une proclamation provisoire qui nécessite d'être validée par la Cour constitutionnelle. Et si la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé, parce que la Cour constitutionnelle a le pouvoir d'invalider, et donc ces félicitations sont allées un peu trop vite en besogne. Voilà, puisqu'on parle de la sécurité, c'était déjà pour planter le décor. Tite, on a eu les forces de l'EAC qui ont été à pied d'œuvre depuis plusieurs mois maintenant, dans la région, notamment la partie est de la RDC. Ils sont partis, tout le monde a regagné son bercail, mais on a eu des échos de partout. Sur quelle note aujourd'hui doit-on dire que les forces de l'EAC sont parties déjà par rapport à la mission qui leur avait été assignée? Notamment si on doit parler je parlais tout à l'heure de la feuille de route de Luanda. Également je parlais du processus de Nairobi. Je disais tout à l'heure que la gouvernance d'un pays a une incidence sur la politique intérieure et même sur sa diplomatie. Et nous avons un cas d'école là, sous les yeux. Les forces de l'Afrique, de la communauté de l'Afrique de l'Est, arrivent d'abord sur un gros malentendu. Le mandat qu'ils ont est dénaturé par le président Tshisekedi. Ça, c'est un. Des deux, la cohabitation est très difficile avec les FARDC, pas les FARDC comme tels, mais la coalition autour des FARDC, où vous avez les FDLR, où vous avez des mercenaires, où vous avez les Wazalendo. Et donc, coordonner des forces disparates comme ça, vous avez beau être un professionnel des opérations militaires, c'est extrêmement difficile. Avec un climat politique qui était en défaveur de ces forces-là. Au niveau de ce qu'ils ont fait, ils ont quand même, en dépit des obstacles, pu obtenir une accalmie. À Kibumba, à Mshake, à Kilolirwe, à Tongo, partout où ils étaient, ils ont obtenu cette accalmie. Mais comme il n'était pas de l'intérêt du pouvoir de Kinshasa d'obtenir la paix à l'est du Congo, ils ont continué à empêcher les troupes d'obtenir des résultats? Les résultats positifs. Oui. Est-ce que ça ne serait pas, par exemple, dire une chose et son contraire à la fois? Moi, je pense que le premier bénéficiaire de cette mission, c'est la République démocratique du Congo. Comment, d'un côté, on veut la main des voisins, des membres de la région, nous venir en aide, et en même temps empêcher cette même force à pouvoir exécuter sa mission? Oui, très bonne question. Parce qu'on savait depuis longtemps qu'il y avait une cellule à la présidence à Kinshasa qui planchait sur soit le report des élections de décembre 2023, ce qu'on appelle au Congo le glissement. Le fameux glissement. Glissement, soit empêcher carrément qu'il y ait élection. Et le prétexte à l'époque était le M23 qui empêche tout le Congo d'organiser des élections. Et donc, avec l'évolution, comme ils ne sont pas des excellents stratèges et qui ne savent pas lire les signes du temps, il y a des éléments qui leur ont échappé. Et sur le parcours, voilà que la région est obligée d'intervenir. Et donc, le prétexte... Sur demande. À la demande du Congo, bien évidemment. Mais la demande du Congo, c'était quoi? C'était un peu comme donnez-nous des militaires qui viennent combattre le M23 et on n'en parle plus. Mais en regardant bien la situation,
Les autres pays ont dû leur dire, mais vous avez plus de 200 groupes armés. Mais Qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous dites « donnez-nous les militaires Oui. ils vont combattre les M23 Oui. », c'est comme si qui dirait « donnez-nous une main-d'œuvre Oui. et nous saurons comment en faire ». Oui. Est-ce que vous voulez dire que c'est dans la tête, dans l'esprit de l'homme politique à Kinshasa, il y avait une idée de dire on a juste besoin de gens qui viennent se battre, Oui. et non dans un cadre bien précis. Non, mais ce n'est pas dans l'esprit, ce n'est pas de la spéculation. C'est dans les propos du président Tshisekedi. Quand il passe sur France 24, il est très clair. Les troupes de l'East African Community arrivent, entrent par Bunagana et tirent sur le M23. Donc ça n'est pas de la spéculation, c'est dans ses propos. Quand il dénature les déclarations des chefs d'État, c'est ce qu'il est en train de dire, ou faire dire à son ministre des Affaires étrangères, Lutundula. Le mandat est un mandat offensif. Et les autres lui disent non, Monsieur le Président. Vous voulez dire que le président Tshisekedi a pris à contre-pied ses homologues? Il a dénaturé ce qu'il a signé avec ses homologues. Je veux une mission de paix. Il arrive à Kinshasa, il dit ils viennent combattre. Il a dit le contraire de ce qu'il a fait. Alors, si déjà vous dites que on vient de Luanda, on s'est mis d'accord sur certaines choses, un nombre de choses, et comment est-ce que est la mise en application et en exécution, doit-on dire que l'exécution de la mission des forces de l'EAC a connu des crocs en jambes délibérément de la part du pouvoir de Kinshasa? Malheureusement, les faits confirment ce que vous dites. Malheureusement. Non, moi je pose la question. Il y a eu beaucoup d'éléments factuels qui indiquent que le pouvoir de Kinshasa... Parlons de ces éléments, Tite. Parlons de les ces éléments. Il y a d'abord ce que j'ai dit tout à l'heure. Le mandat des forces. Était-il offensif ou non offensif? Sur papier, ce qu'ont signé les chefs d'État, c'était un mandat de rétablissement de la paix. Donc non offensif. Les déclarations publiques du chef de l'État congolais indiquent bien que c'était un mandat offensif. Regardez bien le gap qu'il y a entre les deux. Deuxième élément, le commandant des forces démissionne. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre? Le général Niaga? Oui, qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre? Parce que ça, c'est documenté. J'ai subi des pressions politiques. Je suis menacé. On me demande de faire ce qui n'est pas dans ma mission. Et au titre de cela, ma maison est quadrillée, on me met des écoutes par-ci, par-là. Et il jette l'éponge. Dans les propos du chef de l'État congolais, il accusait ouvertement la mission, sauf qu'il passait du beurre sur le dos des Burundais. Et aujourd'hui, on sait pourquoi maintenant. Hein, il caressait. Parce qu'à un certain moment, on a eu l'impression, c'est même pas l'impression, c'était carrément bien défini, il y avait de bons soldats de l'EAC et de mauvais soldats de l'EAC. Ouais. Est-ce que cette attitude, ces propos, Tite, doit-on dire que étaient de nature déjà à faire capoter la mission de l'EAC? Mais c'est la République démocratique du Congo qui demande l'assistance des autres pays. C'est la République démocratique du Congo qui doit accueillir la mission. Et c'est cette même République démocratique du Congo qui, dans les critiques, cherche à les diviser. Il y a les bons et les méchants. Les bons, c'est nos amis burundais parce qu'ils viennent porter l'uniforme des FARDC. Parce qu'eux, ils violent la mission.
parce qu'eux, ils viennent combattre le M23. Les mauvais, c'est ceux-là qui respectent ce qui leur a été assigné par les chefs de l'État. Vous voyez bien cette contradiction. Alors, revenons maintenant sur place par rapport à la mission. Maintenant, si on met de côté déjà les crocs en jambes, le chemin, doit-on dire, escarpé par lequel ces troupes sont passées pour l'exécution de sa mission. Maintenant, de manière maintenant palpable, c'est quoi les résultats sur terrain? Qu'est-ce que, malgré tout ça, ces forces ont récolté sur terrain? Qu'est-ce qu'ils sont partis avec dans leur gypsière en disant voilà, on a accompli ça? C'est quoi les acquis de cette force? Ils ne doivent pas rougir de leur mission. Ils ont fait au mieux de ce qu'ils pouvaient. Ils ont obtenu la réunion de Kibumba avec les FARDC, avec la MONUSCO, avec le M23. Ça, c'est à leur actif. Une première. Ils ont obtenu la libération du camp de Rumangabo et ses environs. Ça, c'est à leur actif. Ils ont obtenu de contrôler des vastes zones du côté de Massissi, Ubaya, Kanyarushiche, Kilolirwe. Ils ont protégé Sake. Que voulez-vous qu'ils fassent d'autre? Ils ont été victimes du faux bond de leurs collègues burundais. Ils ont supporté ça. C'est à leur actif. Ils ont subi les menaces. Ils ont été attaqués par des jeunes délinquants qui sont venus jeter des cailloux sur leur base. Ils ont été stoïques, ils ont encaissé ça. Mais c'était dû à la rhétorique du gouvernement congolais et ses relais qui les rendaient responsables finalement de l'insécurité dans cette partie de leur territoire. Ils ont eu à peu près 4 ou 5 mois d'accalmie où le M23 était d'un côté et la coalition FARDC, FDLR, Ouazalendo, mercenaires étaient de l'autre côté. Ça veut dire qu'au fond, ils ont sauvé quelques vies humaines et ce n'est pas plus mal que ça. On dit, les détracteurs de cette force disent ils étaient trop cléments, ils étaient trop coopératifs. Vis-à-vis de qui? Des M23. Ah, mais très bien. Ils étaient... leur largesse avec les M23 tendait même à une sorte de trahison par rapport à leur mission. Très bien. Trahir la mission dans le langage de Kinshasa, c'est ne pas tirer sur le M23. C'est ça. Ça n'est pas autre chose. Et la complaisance dont on les accuse, c'est qu'eux, ils viennent négocier avec le M23. Ils demandent au M23 de reculer. Le M23 respecte ce qui a été demandé par les chefs d'État. Et à Kinshasa, on n'est pas content. C'est ça. Dans leur langage, et ça a été dit par des officiels, ça a été dit par les relais du pouvoir, pour qu'on le comprenne de cette façon-là. Est-ce que les membres de l'EAC, déjà, il y a la réalité sur terrain par rapport déjà aux opérations militaires, mais également les membres de l'EAC sur le plan de la diplomatie et le côté politique. Est-ce que certaines personnes aussi disent qu'il y a eu une sorte de télescopage par rapport aux renseignements militaires recueillis par les militaires de l'EAC sur terrain, la connaissance de la vraie question ou des vraies questions sur terrain, également avec, par rapport déjà au positionnement de certains des responsables politiques au niveau de la région. Est-ce que c'est ça? Vous pensez que les militaires ont appris beaucoup plus qu'ils en savaient ou plus que les hommes politiques en savent de la question? Quand ils arrivent sur le terrain, ils apprennent. Ils discutent avec la population, ils discutent avec les responsables locaux, ils discutent avec la société civile, ils discutent avec les organisations humanitaires qui sont sur place. Ils en apprennent beaucoup. Et ils comprennent, par la même occasion, la cause pour laquelle le M23 a pris les armes. Ils voient, ils vivent le discours de haine
qu'il y a en République démocratique du Congo et qui est diffusée par les autorités. Ils comprennent l'incitation à la violence. Ils apprennent aussi, malheureusement, que ces groupes armés sont entretenus par les autorités. Ils apprennent qu'il y a des officiers militaires congolais qui ont des carrés miniers qui protègent par les groupes armés. Ils apprennent qu'en Ituri, c'est le vice-président de l'Assemblée provinciale qui est le patron de Codeco. Ils apprennent que ça n'est pas normal que le gouvernement congolais puisse intégrer les Wazalendo qui sont plutôt des jeunes désœuvrés criminels et qui sont sous sanction des Nations Unies. Et donc, ils ont appris tout ça. Et le président Ruto, par exemple, apparemment, lui, à un certain moment, on se disait, certaines critiques disaient il comprend plus, il a tardé plutôt à comprendre la situation et la réalité sur terrain. Vous pensez que le Kenya, les forces kenyanes et même le président Ruto a tardé à comprendre les vrais enjeux en place sur le terrain? On ne peut pas lui reprocher, ça. Il est président du Kenya. Non, tout ça non, on fait diversion en cherchant d'accuser les chefs d'État. Le problème, il est interne au Congo. Les autorités congolaises sont incapables de régler ces problèmes parce que des hommes politiques ont des intérêts à maintenir le statu quo. Et donc, quand la région vient intervenir, on ne va pas leur demander de connaître toute la géographie du Congo, tous les villages du Congo, tous les groupes armés qui font alliance, qui défont les alliances. Comment voulez-vous dire ou accepter que la mission aurait échoué parce que le président Ruto a pris du temps avant de comprendre? Le président Ruto arrive au pouvoir quand le processus de Nairobi a commencé. Le président Ruto arrive au pouvoir quand la feuille de route de Luanda est en train de connaître des difficultés par le fait du gouvernement congolais. Et on veut lui faire porter le chapeau comme ça. Ça me paraît un raccourci que je n'accepterai pas de prendre, moi. Voilà, et maintenant, parlant des forces de l'EAC, on doit savoir déjà que le Rwanda avait, sur demande de Kinshasa, avait été exclu de ces forces-là, ou de cette force-là. Le Rwanda ne faisait pas partie de cette mission. Il l'observait depuis son territoire. Et maintenant, on a eu tous les membres de l'EAC qui ont mis la main à la pâte, à l'exception de la Tanzanie, dont la présidente a dit, écoutez, vous allez faire avec les troupes qui font partie déjà de la MONUSCO. Ils sont déjà... Voilà, on a déjà contribué. Voilà, on a donné. Faites avec. Oui. Et maintenant, à un certain moment, on a vu, pendant que le processus, pendant que la mission avait déjà commencé, le Burundi, membre de l'EAC, qui avait déjà les troupes au sein de cette mission, passer des accords avec Kinshasa pour des accords bilatéraux. Ça existe, c'est vrai. Et maintenant, la question qui s'était posée déjà à l'époque, c'était l'opportunité de ces accords déjà pour un pays qui faisait déjà partie d'une mission quelconque. Est-ce qu'à l'époque déjà avez-vous eu des doutes sur l'opportunité ou vous êtes-vous posé des questions sur l'opportunité de ces accords entre Kinshasa et Bujumbura? En droit, il y a une notion qui est capitale. Vous ne signez pas des accords, vous ne signez pas un contrat en étant de mauvaise foi. Les déclarations, les 2 dernières sorties du président Ndayishimiye ont dévoilé ses intentions quand il a signé ces fameux accords.
les déclarations du président Ndayishimiye ont dévoilé les mobiles pour lesquels il a planté le couteau dans les accords signés par les autres chefs d'État. Et curieusement, ça a été signé à Bujumbura, pendant qu'il était président en exercice de l'East African Community. Vous ne pouvez pas à la fois dire que vous allez en mission pour apporter la paix dans un pays et faire coalition avec les forces qui déstabilisent le même pays. Et donc, c'est aussi ça, la difficulté qu'il y a dans le rétablissement de la paix à l'est du Congo, parce que finalement, vous avez des jeux d'intérêt qui sont un peu malsains. Le président burundais ose dire qu'il a vu des forces, les rebelles de Red Tabara, c'est ça? Oui, les Red Tabara. Oui, au sein du M23. Même si on pouvait lui accorder le crédit d'un chef d'État, même si il n'apporte aucun élément factuel, aucun. Il fait juste une déclaration à l'emporte-pièce. Les autres, le M23 nous a montré les militaires burundais capturés sur le champ de bataille. Le président burundais dit en substance, nous sommes allés combattre le M23 pour quel motif? Est-ce qu'il justifie des intérêts du Burundi qui sont menacés par le M23? Tu te rends compte? Pour combattre un mouvement rebelle, il faut que ce mouvement se rebelle contre le pouvoir, il faut qu'il menace la sécurité du pays. Qu'il aille combattre Red Tabara dans les plateaux Uvira, on le comprendrait. Mais qu'il envoie ses troupes à Rutshuru et à Masisi, il y a de quoi se poser la question. Au nom de quoi? Au nom des accords passés entre Kinshasa. Des accords. Au nom des accords. Il envoie ses militaires sous couvert des forces régionales et il leur donne des instructions qui sont contraires à l'esprit et à la lettre des accords signés avec ses pairs. Les militaires burundais, s'il vous plaît, portent l'uniforme FARDC. Ça n'était pas dans leur mission. Voilà. Est-ce que ça pose des questions sur même, tout à l'heure on parlait du discours ou du double discours de Kinshasa qui a affaibli ou qui a rendu, qui a mis à mal la mission de l'EAC. Est-ce que cette double casquette, cette double mission des troupes burundaises en RDC peut être considérée aussi comme un des facteurs qui ont mis à mal la mission de l'EAC? Ah, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Il fait une chose et son contraire. Il signe avec les autres chefs d'État en sachant très bien que ce n'est pas ce qui va être fait sur le terrain. Il envoie ses militaires qui officiellement partent dans le contingent régional, mais incidemment, ils ont un briefing comme quoi vous allez combattre là-bas. Il y a quelque chose de malsain dans l'envoi des troupes burundaises à l'est du Congo. C'est cette proximité idéologique avec les FDLR. C'est cette cupidité. Mais quelle cupidité? C'est de la cupidité, parce qu'il s'agit des accords. De l'argent que verse Tshisekedi au président burundais. Dans le cadre des accords passés entre les deux pays? C'est ça qui est en train de créer des remous au sein de la classe politique au Burundi. Ça n'est plus un secret. Le président de la République qui s'exprime, n'est-ce pas, qui s'adresse à la nation. Et le lendemain... Vous parlez du président Ndayishimiye? Oui. Et le lendemain, il est désavoué par son propre parti. Que les autres viennent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec des propos excessifs
on peut dire est-ce que vous pensez, c'est de bonnes guerres. En étant juste là-dessus, oui. Les réactions, les propos du secrétaire général de son parti, le CNDD-FDD, le secrétaire révérien, vous pensez que c'était pour recadrer ou soit remettre les choses en place, ou c'était pour sauver, par exemple, la face du chef de l'État? Comment vous dites que c'est pour désavouer les chefs de l'État? C'est un désaveu. Pour vous, ce n'est pas une récupération? De dire, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Il a égrené comme ça les problèmes auxquels fait face son pays. Le carburant, le riz, le sucre, tout. N'est-ce pas? Et il vient couvrir ça du voile pour dire, vous savez, ça vient du Rwanda, nos problèmes. Le responsable, c'est le Rwanda. Même si moi j'ai des tonnes et des tonnes de vivres chez moi, vous souffrez parce que c'est le Rwanda. Moi, je vais encore fermer les frontières avec le Rwanda pour régler les problèmes d'approvisionnement en carburant, pour obtenir les vivres, je vous jure, le marché sera inondé. Le parti lui dit non, monsieur le président, vous faites fausse route. C'est un désaveu. Il n'y a pas autre chose. Avec des répercussions sur la vie nationale là-bas? Avec des répercussions d'abord sur la politique intérieure, avec des répercussions sur la vie au quotidien des Burundais, avec une certaine forme d'irresponsabilité que de narguer comme ça ses concitoyens et de dire, vous savez, moi j'ai des champs, je ne veux pas savoir le prix au marché. Je suis président de la République. J'ai en charge la vie de mes concitoyens. Mais je dis que je ne veux pas savoir, je n'en ai pas besoin. Moi, je cultive et j'ai un stock à la maison pour ma femme et mes enfants. Alors, déjà, sur ces mêmes propos, vous comprenez par exemple qu'ils disent qu'au Rwanda, les Red Tabara reçoivent l'assistance et un encadrement militaire. Voilà, ils ont une administration, ils ont même des bureaux. Ils ont des bureaux. Très bien. Voilà, ils sont au chaud au Rwanda. Oui. Vous comprenez, par exemple, de telles accusations et surtout, je ne peux pas... quel impact de tels propos peuvent avoir non seulement dans la relation entre les deux pays, mais également pour le contexte régional dont on parle aujourd'hui? Je considère que c'est des propos irréfléchis et irresponsables. Et c'est des propos graves, compte tenu de l'auteur de ces propos. Il est président de la République. Il ne peut pas se permettre de lancer comme ça des accusations diffamatoires, infondées, et sans aucun élément de preuve. Est-ce qu'il a rappelé aux Burundais que c'est le Rwanda qui avait attrapé, je crois, 19 combattants Red Tabara, qui s'étaient introduits sur le territoire rwandais et qui ont été remis aux autorités burundaises? Aussi au vu de tous. Quand on est en train de dire qu'un chef d'État, il est bien conseillé, il analyse avant de prendre une décision, est-ce que le président Ndayishimiye, on lui a dit qu'il y a de la cohérence au Rwanda? Qu'au Rwanda, on ne fait pas une chose et son contraire. Qu'au Rwanda, on ne soutient pas, après, on retire son soutien. Qu'au Rwanda, on fait... Non. Est-ce que le président Ndayishimiye se souvient, parce qu'il faut lui rafraîchir la mémoire, qu'au plus fort de la crise, la ville de Bujumbura était en train de brûler, quand le marché de Bujumbura brûlait? La ville de Bujumbura a été sauvée par les Canadaires du Rwanda. Ça te montre un leadership responsable. Je suis en désaccord avec le voisin. Nous sommes en train de nous chamailler. Mais il a un problème grave. Si le marché de Bujumbura avait continué à brûler et qu'il y a des stations d'essence tout autour, vous imaginez? Des banques. Vous imaginez? Des banques aussi. Voilà.
C'est le Rwanda qui envoie ses Canadaires pour sauver. C'est le Rwanda qui lui remet les rebelles de Red Tabara. Dans le rapprochement, il faut quand même prendre des éléments factuels. Regardez bien le processus qui a commencé avec les réunions au niveau des communes transfrontalières jusqu'au plus haut niveau. Le président Kagame s'est rendu à Bujumbura 2 fois. Le premier ministre rwandais a été à Bujumbura. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a été à Bujumbura. Leurs homologues au Burundi n'ont pas foulé le sol rwandais. Ça te montre. Ça, c'est des éléments factuels. Et ça permet d'analyser un peu qui des deux est de mauvaise foi. Avant d'accuser, il faut par moment regarder les choses en face. Voilà. Et maintenant, pour peut-être clore le chapitre EAC, pour également voir, parler de la SADC, doit-on dire que, on a parlé de la mission des forces de l'EAC, une mission qui était dans un cadre bien précis. Oui. J'ai parlé bien de la feuille de route de Luanda. J'ai parlé du processus de Nairobi, les deux qui allaient de pair, oui. De pair, oui. Oui. Et étant donné que ça avait pour mission de résoudre des problèmes dont les origines sont plutôt communes. Et maintenant, si la mission de l'EAC a été en grande partie, doit-on reconnaître un échec, avec des causes que vous venez d'élucider. C'est mort pour Luanda, c'est mort pour Nairobi. D'abord, Luanda et Nairobi ont été enterrés à la tribune des Nations Unies par le président Tshisekedi. Luanda et Nairobi demandent quoi? On arrête les opérations militaires, on va à la table de dialogue. Tshisekedi, en personne, dit à qui veut l'entendre qu'il n'y aura jamais de dialogue. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Tshisekedi, pour passer des paroles à l'acte, renforce l'arsenal militaire, recrute des mercenaires, la fameuse montée en puissance des FARDC. C'est quand on ramène des mercenaires, fait alliance avec les FDLR pour renforcer ses capacités militaires. Et aujourd'hui, il déclare que depuis son territoire, il est capable d'atteindre Kigali. Ça, c'est un discours belliqueux. Il veut la guerre, Tshisekedi. Il veut la guerre. Est-ce que déjà, doit-on dire que le M23 aujourd'hui se dit c'est fini les deux processus, on doit prendre de nouvelles mesures, on doit se positionner par rapport déjà à la situation actuelle? Il y a du nouveau là-bas. On va y arriver maintenant, mais c'est quoi maintenant par exemple du côté du M23? Qu'est-ce que... Je crois qu'eux aussi, ils suivent de très près, ils sont les plus intéressés, plus que toi, plus que moi. Ils prennent acte de la mauvaise foi de Tshisekedi. Ils prennent acte de tout ce qui se passe dans le pays. Ils suivent ça de très près. Et les partenaires internationaux, parce que eux, à plusieurs reprises, ils ont dit on soutient le processus de Nairobi. Là, je parle du secrétaire général des Nations Unies qui a dit qu'on soutient. On a vu le secrétaire Blinken qui a dit nous soutenons les initiatives déjà régionales qui sont en cours. Tout le monde a semblé, ou en tout cas eu des belles paroles par rapport... Passé par l'Union européenne, voilà, l'Union européenne, passé tout le par monde. la France, passé par l'Union africaine, voilà. Et aujourd'hui, vous dites que c'est un processus, ou ce sont des processus morts, presque caduques aujourd'hui. Quelle est la réaction? Quels sont les échos, par exemple, du côté de ces partenaires internationaux qui semblaient soutenir? Oui, ils ont soutenu. Et le processus
ils ont parlé ou repris les mots des déclarations des chefs d'État. Nous soutenons le dialogue politique. Maintenant, l'actualité chez eux, ce n'est plus le Luanda ni Nairobi, c'est les élections, parce qu'eux, parfois aussi, ils y vont en fonction de la météo. C'est les élections, et après, on verra. Voilà, et les élections, doit-on dire aussi que les élections ont obstrué les difficultés, surtout le départ de l'EAC et la fin de la mission? Non, le départ de la mission est lié aux élections. Il faut pas... Non, les gens n'ont pas... ça n'a pas retenu beaucoup l'attention. Oui, quand on est analyste, on retient ces éléments-là. Oui, c'est ce que je dis. Moi, je le dis par rapport au grand public. Les gens... Oui. L'attention était beaucoup plus... Parce que, en ayant cette mission, on a dit les obstacles que Kinshasa a mis sur leur parcours. C'était un ticket pour les élections? En ayant cette mission qui stabilise Rutshuru et Masisi, vous alliez avoir l'enrôlement des électeurs. Vous alliez avoir la commission électorale qui se déploie sur les deux territoires. Et donc, les élections allaient se passer. Le pouvoir n'en voulait pas. C'était enlever le prétexte du pouvoir. Et donc, cette mission n'était plus nécessaire à leurs yeux. Elle était gênante? Beaucoup trop. Voilà, fin de la mission de l'EAC, je le disais. Les forces de l'EAC sont parties. Aujourd'hui, on parle autre chose, ce sont les forces de la SADC, la fameuse SAMI DRC, comme on dit. Ce sont des troupes sud-africaines, malawites, je crois, et également des troupes tanzaniennes qui sont déjà à pied d'œuvre. Alors, Tite, dans quel contexte cette mission arrive et surtout quelle sera ou quelle est la tâche ou quelles sont les urgences auxquelles doivent s'attaquer ces forces? La SADC arrive en reprenant le flambeau de East African Force, c'est ça? La SADC arrive pendant que vous avez, il faut tout le temps le rappeler, une coalition hétéroclite, FARDC, FDLR, Wazalendo et des mercenaires. La SADC arrive dans un climat politique détérioré, délétère. La SADC arrive quand toutes les couches, on va dire, de la population sont à fleur de peau. La SADC arrive au moment où le M23 vient de se renforcer par l'alliance Fleuve Congo. Je crois qu'elle va devoir aussi acter qu'elle ne pourra rien faire. Elle ne pourra rien faire. Elle devra acter... Est-ce que Tite, comment comprendre, parce que je vous sens pessimiste par rapport à cette mission de la SADC. Pourtant, par exemple, l'opinion publique congolaise, également les autorités congolaises aujourd'hui, présentent les forces de la SADC comme une force salutaire. Merci, c'est tout. C'est une présentation. Et pourquoi? La MONUSCO n'a pas sauvé... Quels sont, par exemple, aujourd'hui, les facteurs sur lesquels vous vous basez, ou encore des éléments factuels sur lesquels vous vous basez pour dire leur mission sera vouée à l'échec? Je viens de les énumérer. Vous avez un climat politique délétère. Non, moi je veux dire sur terrain, par exemple. Oui, mais le terrain... Si on met de côté le militaire dépend du politique. OK. Vous avez un climat qui est quasi explosif. Et vous amenez des étrangers comme ça pour vous régler le nombre de problèmes incalculables que vous avez là-bas. Si ça n'était qu'un seul problème, le M23,
je donnerai crédit à la fois aux autorités congolaises, à la fois à la SADC, et je dirais, on règle le problème, la paix revient. La SADC dont vous parlez, et les forces sont conduites par un commandant sud-africain qui faisait déjà partie des forces onusiennes. En 2013, les forces qui avaient défait le M23. Il est présenté comme l'homme de la situation. Il connaît le terrain, il connaît le contexte, il connaît les acteurs sur terrain. En tout cas, tout semble être étudié minutieusement pour mener à bien la mission. Est-ce que les doutes que vous avez ont-ils un fondement? On lui a donné une mauvaise feuille de route. En 2012, quand il arrive, il est casque bleu. Là, il a la casquette SADC. En 2012, quand il arrive, il est sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Là, il arrive, il est SADC. En 2012, quand il arrive, le patron s'appelle le général Nkunda. Il n'est plus là. Et en 2012... Le général Nkunda, c'est pour le CNDP. C'est quand ils ont défait le M23. Il y avait Ntaganda et les autres. Ntaganda. Très bien. Et depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années. C'est autre temps, autre époque? Beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis 2012. Et donc aujourd'hui, vous pensez qu'il n'est pas conscient? Vous pensez que la SADC n'est pas consciente de cette situation? Vous aurez remarqué que je refuse d'incriminer les militaires. Parce qu'ils reçoivent les ordres des politiques. Et eux, ils savent comment mener les opérations. Mais je dis que le champ au Congo, il est comme un champ miné sur lequel vous envoyez des enfants jouer au foot. Vous ramassez des casualtés. Le climat qu'il y a au Congo n'est pas un climat social, n'est pas un climat sécuritaire, n'est pas un climat politique, n'est pas un climat économique. C'est tout ça à la fois. Regardez le grand bazar des élections, franchement. Regardez les contestations qu'il y a, même au sein de l'Union sacrée. Ça tangue de partout. Vous prenez un bateau qui est en train de couler et vous y amenez le meilleur capitaine qui a fait je ne sais quelle école navale et vous lui dites d'aller sauver ce bateau. Qu'est-ce que vous voulez que ce général étoilé fut-il puisse faire dans ce climat-là? Est-ce que ça sera maintenant comment la cohabitation, par exemple, du groupe EAC, auquel appartient la RDC? Quelle sera la suite de la relation Kinshasa-EAC après un tel épisode? J'aurais aimé avoir la boule de cristal. Il y a déjà une méfiance au niveau au sommet des États. Tshisekedi qui n'a pas deux langages, il n'en a pas trois, il en a 36. Et Ndayishimiye qui vient de se dévoiler comme ça à la face de tout le monde. Et ça n'est pas pour renforcer les liens entre les États. Le Kenya qui est frustré, qu'on est comme ça chassé, ces militaires qui n'ont pas démérité. La Tanzanie, à laquelle on a forcé la main au sein de la SADC pour envoyer des troupes supplémentaires parce qu'eux, ils disent, nous avons déjà nos militaires qui sont chez vous avec la MONUSCO. Mais ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là et que les groupes armés se sont multipliés et que les tueries ont continué. Voilà. Tout ça, il faut le constater. Même si c'est amer, il faut le constater. Donc, le East African Community va passer un moment difficile avec les deux acteurs, Kinshasa et Bujumbura,
qui jouent contre leur camp, si je peux me permettre l'expression. Mais il y a des crises comme ça. On va dire que la communauté est-africaine est en crise. Voilà. Et maintenant, Tite, la mission de la SADC et aussi la mission de l'EAC, oui. On a semblé mettre le focus sur le M23. Oui. Tout à l'heure, on parlait de centaines d'autres groupes armés. 260 répertoriés. Répertoriés. Déjà, et qui sont, s'il vous plaît, qui sont entretenus par qui? C'est ça qui est très important. Justement, c'est la question que je veux poser, Tite. Si toute l'attention semble être mise sur le M23, oui. Et surtout également à la partie Est, est-ce que les problèmes sécuritaires aujourd'hui, c'est le M23 comme il est présenté? Oui. Est-ce que c'est la partie Est de la RDC? Vous, dans vos propos, vous semblez présenter un pays au bord de l'explosion, comme si les problèmes étaient bien au-delà de la partie Est, du M23 et de la partie Est. Le M23, c'est la partie immergée dans le discours officiel. À Kinshasa. À Kinshasa. Mais quand vous prenez la carte du Zaïre, de la RDC. De la RDC, pardon. Voilà. Vous êtes nostalgique. Le lapsus est révélateur. Regardez bien, le M23 n'est pas présent en Ituri. Le M23 n'est pas présent à Beni, où il y a les ADF. Beni, Lubero, Butembo. Le Grand Nord. Le M23 n'est pas présent dans le Minembwe. Le M23 n'est pas présent au Katanga, où on fait la chasse aux Kassaïens. Le M23 n'est pas présent à Kasumbalesa. Le M23 n'est pas présent dans le Maïndombe, dans le Kwamouth. Ce n'est pas le M23 qui sème l'insécurité dans Kinshasa, où les Kuluna font la loi. Comment voulez-vous faire une fixation sur le M23 et prétendre être crédible? Toute la montée en puissance des FARDC, toute la montée en puissance. Le ministre Bemba fait le tour du monde pour acheter des armes et venir tuer le M23. Qu'est-ce qu'on fait de Kuluna? Non. Qu'est-ce qu'on fait de Mombondo? Non, rien. Voilà. Tous ces endroits que je viens de citer sont en insécurité. Et le pouvoir semble ne regarder que le M23. Voilà. Quand je dis ça, je n'invente rien. Je constate malheureusement voilà, et maintenant, que l'insécurité est généralisée dans le pays. Et ce qui est grave encore, c'est que le gouvernement ne semble pas s'en rendre compte. Je finis sur une note. Je vais paraphraser un homme important dans ce pays, le président de l'Assemblée nationale quand même, Mbosso, qui a dit en pleine séance à ses collègues députés, quittez les groupes armés, chers collègues. Ça veut dire que dans ce pays, des hommes politiques entretiennent des groupes armés. Et c'est ça qui viendra mettre les bateaux dans les roues de la SADC aussi. Alors, pour terminer, j'ai commencé par vous. En commençant, je vous ai demandé dans quel état s'est trouvée la région aujourd'hui, la lecture que vous faites de la région. Et maintenant, Tite, quel est le futur de cette région en matière sécuritaire? Dans un futur proche, que doivent faire les membres de la région, les pays de la région? Oui, la plaie est en République démocratique du Congo. Et tant qu'on n'aura pas une volonté politique en République démocratique du Congo, on aura beau proposer toutes les solutions possibles et imaginables, il n'y aura pas de règlement de ce problème qui est interne au Congo et qui prend des couches supplémentaires. Parce qu'en plus de l'insécurité liée aux groupes armés, à l'exploitation illégale des minéraux, au positionnement des politicards congolais,
il y a une nouvelle couche qui arrive et qui est explosive aussi. C'est ces élections-là. Et donc, que va faire un chef d'État étranger pour venir parler des irrégularités des élections en République démocratique du Congo? Il va constater. Que veut faire la conférence des chefs d'État de je ne sais quel pays pour prendre des résolutions? Et quelles leçons veut-on donner à la CENI? Laquelle CENI est débordée aujourd'hui? Elle est débordée. Et on se régale comme ça sur les réseaux sociaux. Regardez des députés qui ont des fiches autour du cou. Et donc, la région, je pense que chaque pays va essayer de se protéger au mieux qu'il peut, parce que ça risque de déborder. Merci beaucoup, Tite. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup pour ce décryptage et surtout cette analyse globale de la situation sécuritaire dans la région. Et merci beaucoup. Et vous aurez donc compris que nous sommes plus dans l'incertitude plutôt que sur une note précise sur ce que est la situation régionale et surtout ce que c'est, comment se lit le futur. En tout cas, comme on dit, l'autre a dit, qui vivra verra. Et attendons et surtout suivons de près l'évolution de la situation. Nous serons là pour justement analyser, surtout faire un décryptage de l'évolution de la situation dans les prochains jours, dans les prochains mois. Nous serons là. Que Dieu nous prête vie pour cela. Merci beaucoup à toutes les équipes au niveau de la régie, Gustave et tous les autres. Grand merci et surtout grand merci à vous qui avez pris le temps de nous suivre dans l'émission Majuscule Propos. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.